Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'unité 4 qui repose sur les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. Avant d'entamer cette partie, nous allons commencer avec une petite introduction qui parle des rappels sur la tectonique des plaques. Alors, la structure de la Terre est constituée par une succession de couches. Ces couches ont des propriétés physiques différentes, à savoir la densité, comme apparaît dans cette figure-là, où on a des valeurs de densité différentes d'une couche à une autre. On a le noyau interne et le noyau externe, puis on a le manteau inférieur qui est solide et le manteau supérieur qui est plastique et le manteau ou bien la partie tout à fait supérieure qui est solide. Cette partie-là du manteau ou bien le manteau avec ces trois parties constitue le gros volume de la Terre. Et ensuite, on a la croûte ou bien l'écorce qui ne représente que 2% du volume de la Terre et qui est bien sûr solide. Cette couche supérieure ou bien la couche plastique du manteau supérieur est appelée asténosphère. Pourtant, que la partie la plus supérieure du manteau avec l'écorce représente l'écorce bien sûr continentale représente le lithosphère. Et la séparation entre le manteau et l'écorce, c'est le mot. Alors, qu'est-ce que les plaques lithosphériques? Quand on parle des plaques lithosphériques, ce sont des notions qui reviennent sur des morceaux de la lithosphère qui reposent sur l'asténosphère. Alors, on revient sur notre figure. Ici, on a le lithosphère. C'est ici, on a le lithosphère. Alors qu'elle est divisée en des morceaux qui reposent sur l'asténosphère, cette partie du manteau supérieur qui est moins rigide. Ces plaques forment d'une manière un puzzle sur l'ensemble de la surface de la Terre. Comme on vient de voir ici, on a la plaque d'Afrique, la plaque Sud-Amérique, la plaque Nord-Amérique, la plaque eurasienne. Donc, la Terre, elle est formée d'un ensemble de plaques sous forme d'un puzzle. Vous voyez, il y a toujours des liaisons entre différentes plaques. Ces plaques ont une particularité de se déplacer de quelques centimètres par an en moyenne. Ces déplacements sont dus au mouvement convectif qui existe dans le manteau. Alors, durant ces déplacements, on peut voir soit que les deux plaques s'écartent l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une divergence, l'une s'éloigne de l'autre. Ce phénomène arrive généralement au fond des océans, au niveau des dorsales océaniques, mais aussi quelques endroits sur le continent. On parle du rift, c'est-à-dire c'est généralement l'éloignement des continents, ça arrive au niveau des océans, on parle des fonds des océans, mais parfois ça arrive au niveau des continents, et dans ce cas on parle des rifts. L'espace libéré par l'écartement des plaques est comblé par le magma, qui se refroidit rapidement. C'est le premier phénomène qu'on peut voir. Le deuxième, c'est que ces deux plaques
peuvent également être convergentes, ce qui donne lieu à des collisions, c'est-à-dire que les plaques se rapprochent l'une de l'autre, mais il arrive qu'on a des collisions et on a la formation des chaînes de montagne ou des subductions, c'est-à-dire que la plaque la plus dense passe sous l'autre et la moins dense passe sur l'autre. Enfin, les deux plaques peuvent tout simplement colisser l'une contre l'autre. On va voir dans cette figure qu'on a là, voilà un exemple de dorsale océanique. Voilà les chaînes de collision. Voilà un riff. Ici, on a une zone de subduction. Et ici, un alignement des îles volcaniques. Donc, pour résumer, les deux plaques peuvent soit s'écarter, c'est-à-dire il y a une divergence, et on assiste à la création, ou bien elle arrive au niveau des fonds océaniques, au niveau des dorsales océaniques, ou bien des rives au niveau des continents. On a aussi que ces deux plaques peuvent se converger, c'est-à-dire donner lieu à des collisions et la formation des chaînes de montagne, ou bien les deux plaques peuvent tout simplement colisser l'une contre l'autre. Alors, on commence le premier chapitre qui repose sur les chaînes de montagne récentes et les déformations tectoniques qui les accompagnent. Alors, on va parler des chaînes de montagne récentes et les caractéristiques de chacun de ce type. On commence d'abord par les chaînes de subduction, exemple des chaînes de montagne des Andes. C'est quoi d'abord la subduction? La subduction, c'est le processus d'enfoncement d'une plaque tectonique, c'est-à-dire une plaque subduite sous une autre plaque chevauchante de densité plus faible. En général, une plaque océanique à forte densité sur une plaque continentale moins dense, ou bien une plaque océanique sous une autre. Sur la figure ici, on a une plaque océanique qui est plus dense qu'une plaque continentale et on a ici une subduction, c'est que cette plaque passe sous l'autre. On parle des caractéristiques structurales ou bien les caractéristiques des structures qu'on voit au niveau d'une zone de subduction. Alors, on commence par l'élévation des montagnes. Parallèle à une fosse océanique profonde le long de la marge continentale active. On revient ici, on trouve que ici on a la marge océanique active, on a ici la formation des élévations, c'est-à-dire qu'on a un relief positif contre une fosse qui est un relief négatif, c'est-à-dire au-dessus. Ces reliefs sont dus à la forte pression sur les couches de la croûte terrestre de la région force de convergence. Ces courbes répondent par une déformation formant les plis et les failles inverses, ce qui induit au soulèvement de terrain ou bien du relief se forme d'une chaîne de montagnes. C'est-à-dire qu'on a ici une force de pression qui engendre des déformations
se forment de plis et de failles inverses qui engendrent la formation des chaînes de montagnes. Ensuite, on a une forte activité sismique, c'est-à-dire qu'on va assister à plusieurs séismes. Ces activités sismiques ont des foyers qui sont répartis selon un plan incliné. Ce plan est appelé plan de Binioff, qui traduit le fait que la plaque descendante s'enfonce de façon inclinée sous la plaque chevauchante. On revient encore une fois sur notre figure. Vous voyez ces points en rouge, ce sont les foyers sismiques qui sont répartis sur un plan incliné. Ce plan incliné est dû à la convergence inclinée de cette plaque. Ensuite, on a une activité volcanique et des anomalies thermiques. Pour l'activité volcanique, c'est ce qu'on voit ici, on a des volcans. Et pour les anomalies thermiques, ce sont dues au changement de température au niveau de la fosse continentale et au niveau de la croûte océanique. Ensuite, on a la formation d'un prisme d'accélération par l'empilement des sédiments océaniques entre la fosse et la plaque continentale, c'est-à-dire à la place du chevauchement. Il arrive qu'on a des sédiments océaniques bien avec la croûte océanique et on assiste à leur sédimentation au niveau du chevauchement, c'est-à-dire au niveau de la fosse, et dû à la force de pression, elles subissent des empilements. Maintenant, on parle des caractéristiques pétrographiques, c'est-à-dire les caractéristiques des roches. Pour les chaînes de subduction, elles se caractérisent par deux choses. La première, c'est l'abondance d'une roche volcanique qui est l'andésite et la présence du pluton. La deuxième, c'est la présence du pluton de granitoïdes. On revient à la source de ces deux types de roches, l'andésite et le granitoïde. Alors, pendant l'enfissement de la lithosphère océanique, c'est-à-dire la plaque qui est plus dense sur la lithosphère continentale, c'est-à-dire la plaque qui est moins dense, les roches subduites, c'est-à-dire les roches au niveau de la lithosphère océanique, subissent une augmentation de la pression et de température. Ceci provoque des réactions minéralogiques accompagnées par la libération d'importantes quantités d'eau. Cette libération de quantité d'eau se fait à travers une diffusion le long des roches du manteau supérieur. C'est la peridotite. Ensuite, il se réalisent les conditions de la fission partielle de la peridotite. Cette fission partielle conduit à la formation du magma qui migre vers la surface. Une partie de ce magma se cristallise en profondeur et donne naissance à des plutons de granitoïdes à une structure grenue. Et l'autre partie atteint la surface, se refroidit rapidement pour former l'andésite qui est caractérisée par sa structure microlytique où des petits cristaux appelés microlithes sont liés par un verre. Donc, on résume,
les chaînes de subduction se caractérisent par, premièrement, l'abondance d'une roche volcanique qui est l'andésite, et deuxièmement, la présence du pluton de granitoïdes. Ces deux roches sont dues à l'augmentation de la pression et la température au niveau du roche subduite. C'est au moment de l'enfissement de la lithosphère océanique plus dense sur la lithosphère continentale moins dense. Cette augmentation de température ou de pression engendre des réactions minéralogiques qui sont accompagnées par la libération d'une quantité importante d'eau qui se diffuse à travers les roches du manteau supérieur, formant la péridotite. C'est comme ça que se réalisent les conditions de la fusion partielle de la péridotite, le manteau supérieur, c'est la péridotite, qui conduisent à la formation du magma. Ce magma, en migrant vers la surface, il y a une partie qui se cristallise à la profondeur et qui donne naissance au pluton de granitoïdes, et une partie qui atteint la surface et qui se refroidit rapidement et qui forme l'andésite. Alors, maintenant on parle des chaînes d'obduction. On prend l'exemple des chaînes de Riemann. Ici, on a une comparaison entre la série pétrographique de Riemann, celle-là, et celle de la croûte océanique. D'après le graphe, on peut remarquer une ressemblance entre les deux structures au niveau de la succession des structures, mais on trouve une différence au niveau de l'épaisseur. Vous voyez, on a les mêmes structures, les sédiments, le basalte, le gabbro et péridotite, mais l'épaisseur des couches diffère du domaine océanique aux ophiolites de Riemann. Alors, on peut dire que le complexe ophiolitique de Riemann est un fragment formé au niveau d'une lithosphère océanique qui a migré sur la lithosphère continentale. Pour ce, on peut dire que l'obduction est un phénomène géodynamique dans lequel des ophiolites, c'est-à-dire des portions de la croûte océanique, émergent sur la marge continentale sous l'effet de force de convergence. Vous voyez ici, on a les ophiolites, ce sont, comme on vient de dire, des portions de la croûte océanique qui émergent sur la marge continentale. Voilà, c'est le continent. On voit ici, c'est le continent. Ici, c'est la croûte océanique. Et on a des portions qui émergent de la portion océanique, qui émergent sur la marge continentale. Alors, les chaînes d'obduction sont caractérisées par la présence des roches du complexe ophiolitique. Ce complexe ophiolitique, comme on vient déjà de voir, il est composé du basalte, gabbro, et péridotite. Aussi, on a des sédiments du fond océanique
Ce phénomène alors est le résultat d'un rapprochement entre deux plaques. Donc en premier lieu, on a une subduction entre deux croûtes océaniques. Et puis, on a des forces compressives issues de cette convergence entraînent une disparition complète de la croûte océanique subduite, puis un chevauchement de la lithosphère océanique non subduite sur la lithosphère continentale autochtone, provoquant des déformations des couches et le soulèvement du relief représentant les chaînes d'abduction. Alors on revient vers la figure pour bien comprendre. On a dit que le phénomène d'abduction commence par une subduction océanique au niveau de deux croûtes océaniques. C'est-à-dire qu'on a un rapprochement entre ces deux plaques océaniques. Or qu'elle engendre une force de pression. Cette force de pression entraîne une disparition complète de cette croûte océanique subdite. Vous voyez, c'est elle qu'on va voir là, c'est elle qui est subdite. Alors, on a une subduction, on a des forces de pression ou bien de compression, on a la convergence de ces deux plaques océaniques, on a la subduction de ces deux parties-là. Maintenant, vient l'autre étape qui va différencier l'abduction de la subduction. Ensuite, on a un chevauchement de la lithosphère océanique. La lithosphère océanique non subdite, voilà, dans cette partie-là, on a un chevauchement avec la lithosphère continentale. C'est ici qu'on parle de l'abduction. Ce chevauchement, comme vous venez de voir ici, forme des déformations et des soulèvements du relief qui représentent les chaînes d'abduction. Maintenant, on parle des chaînes de collision. La collision continentale est un phénomène géodynamique se produisant à la limite convergente de deux lithosphères continentales qui se rencontrent après la fermeture totale d'une ancienne mer. Alors, au niveau de la collision continentale, c'est-à-dire qu'on a deux plaques continentales, celle-là et celle-là, et on a la fermeture totale d'une ancienne mer, c'est-à-dire qu'on a ici de la mer, mais qui vient de disparaître, c'est-à-dire qu'il y a une fermeture totale. Ici, on va voir une convergence de ces deux lithosphères continentales en formant des collisions continentales. Les caractères structurels des chaînes de collision, c'est comme les chaînes du Himalaya et des Alpes, c'est que on a déjà une convergence entre deux lithosphères continentales. Donc c'est pas comme dans les deux phénomènes qu'on vient de voir, les chaînes d'abduction et les chaînes de subduction. Ça peut arriver entre des lithosphères continentales et océaniques, mais ici c'est plus précisément entre les lithosphères continentales. On a aussi une surréaction du haute chaîne de montagne, c'est-à-dire que grâce à ce phénomène de collision continentale qu'on a la formation du plus haute chaîne de montagne. Aussi, on a la déformation des couches de la croûte terrestre. On va avoir ici des plis, des failles inverses. On va voir la différence entre les plis et les failles un
partie plus tard, on a les chevauchements et les nappes de charriage qui résultent des forces de convergence compressive. Pour les caractéristiques pétrographiques, on a la présence d'ophiolites, et des roches sédimentaires d'origine marine. Ces sédiments d'origine marine sont coincés dans la zone de structure entre les deux plaques, c'est-à-dire ici, ce sont les roches sédimentaires océaniques, l'argile, la radiolarite. Ce sont issus de la fermeture totale de l'ancienne mer. Donc, le phiolite et les roches sédimentaires d'origine marine. Et puis, on a la présence des roches sédimentaires métamorphisées d'origine continentale. Elles sont dues à l'une des plaques en collusion. Et puis, on a la présence des roches magmatiques telles que l'andésite, le granodiorite, résidu de l'activité de subduction qui précède la collision. Donc, on vient de dire que on a toujours une subduction qui précède la collision. Donc, on a des roches magmatiques. Pour résumer cette partie de chaîne de collision, on peut dire que la première étape constitue à avoir deux plaques qui étant séparées par un ancien océan. Puis on a l'arrêt de l'expansion marine et ensuite le rapprochement entre ces deux plaques. Ce rapprochement, il est toujours accompagné de forces compressives, ce qui va conduire à la subduction de la lithosphère océanique sur la marge continentale. C'est-à-dire, on a un ancien océan, mais dont l'expansion marine est arrêtée. On a le rapprochement des deux plaques. Donc, dû à des forces compressives qui sont produites par le rapprochement, on a la subduction du lithosphère océanique sur la marge continentale des deux plaques qui se rapprochent. Ensuite, on a la poursuite des forces tectoniques a pour résultat la déformation des couches rocheuses, la fermeture du domaine océanique et l'obduction d'un morceau de lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. Cette partie qui est subdite, c'est la source des complexes ophiolitiques qu'on trouve dans la structure des deux plaques. Ensuite, on a la collision entre ces deux marges continentales et qui entraîne la formation des chaînes de collision. Donc, un petit résumé, on a deux plaques qui sont séparées par un ancien océan. Cet ancien océan a une expansion marine qui était arrêtée. On assiste à un rapprochement entre les deux plaques qui va être bien sûr accompagné de forces compressives. Ceci va engendrer une subduction de la lithosphère océanique sur la marge continentale. La poursuite des forces tectoniques ou bien de ces forces compressives engendre la déformation des couches rocheuses et la fermeture du domaine océanique et ensuite l'obduction d'un morceau de lithosphère océanique sous la lithosphère continentale et finalement la collision entre les deux marges continentales. Maintenant, on parle des déformations tectoniques accompagnant la formation des chaînes de montagnes.
D'abord, avant de parler de ces types de formations, on va parler des facteurs qui engendrent ces déformations. On a d'abord des facteurs qui sont externes, à savoir et plus précisément la profondeur qui détermine la variation de la pression et de la température. Et on a des facteurs internes, c'est-à-dire la nature des roches et leurs caractéristiques, et puis la durée de l'application des forces tectoniques. C'est par exemple, si on a une durée qui est rapide ou bien une force qui est rapide, les déformations seront cassantes. Et si on a une durée ou bien une force qui est lente, on aura des déformations qui sont souples. Maintenant, on passe au type de déformation tectonique. D'abord, on parle du pli. C'est une déformation souple. Donc, on n'a pas de cassure. Et ici, la durée de la force, elle est lente. Alors, on a une déformation souple des couches géologiques se forme d'ondulations. Comme vous voyez ici dans la figure, pour un pli, on parle de plan axial, c'est ce plan-là, l'axe du pli et le flanc du pli. Si en considérant l'inclinaison et le flanc du pli ou bien la surface axiale, on peut distinguer entre un pli droit, on a le plan axial qui est presque droit, quasi droit, et on a un pli déjecté, on a l'axe du pli, il est un peu incliné, et on a un pli déversé où l'axe du pli ou bien le plan axial il est plus incliné, et on a un pli couché où on a le plan axial qui est horizontal. Maintenant, on parle de la faille. C'est une déformation sous forme de cassure inclinée, c'est-à-dire qu'on a une force qui est cassante, une force qui est rapide. Cette cassure sépare deux compartiments rocheux. On parle de faille inverse et faille normale. Voilà la faille inverse qui se traduit par un rapprochement des deux compartiments. Pourtant, pour une faille normale, elle se traduit par une divergence, un éloignement des deux compartiments, l'un par rapport à l'autre. Même chose, ici on a le plan de la faille, le miroir, c'est la partie soi-disant commune entre les deux compartiments, le rejet. Dans ce schéma-là, on a un pli et également une faille. Voilà l'axe de la cassure, de la faille, et puis le pli qu'on voit au niveau de cette partie et de cette partie-là. Le pli est là une forme ondulatoire. Maintenant, on parle des chevauchements. Un chevauchement est une déformation qui est suite à un mouvement tectonique où une série de terrains recouvre une autre après un contact anormal de type faille inverse. Donc, pour préciser, lors d'un chevauchement, on a déjà une faille inverse et on a un recouvrement d'une série de terrains. Vous voyez. Ici, on a une plaque mobile et une plaque considérée comme immobile. Vous voyez ici, on a la faille de type inverse et le recouvrement du terrain avec une série de couches. Vous voyez.
Et finalement, on parle des nappes de charriage. C'est une formation, c'est une plutôt déformation qui est traduite par le déplacement d'un terrain sur des grandes distances par-dessus d'un autre terrain. On peut dire que c'est un chevauchement de multitudes plurikilomètres. C'est la même chose que le chevauchement, sauf ici qu'il se fait par une dizaine de kilomètres. Ici on a le clip qui est un morceau de nappe isolé du reste de la nappe par l'érosion. Voilà, c'est la nappe chevauchante, mais ici on ne voit pas une continuité, c'est dû à l'érosion. On a la fenêtre, c'est une zone de la nappe érodée permettant de voir les terrains autochtones, ces terrains qui sont sous-jacents. Alors, on finit notre premier chapitre là et je vous souhaite très bon courage et très bonne compréhension. J'attends votre remarques, vos commentaires, vos messages s'il y a des parties qui ne sont pas claires pour les reprendre dans la vidéo prochaine. Très bon courage à vous tous.